Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM, première matinale RSM de la rentrée après la pause estivale. Et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format, donc des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons. Et ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité, les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges et différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique ou IT, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations toujours très changeantes pour vos entreprises. Aujourd'hui, nous vous proposons une thématique plutôt sociale sur les travailleurs handicapés, comment concilier obligations légales, bien évidemment, et inclusion durable. Alors, nos deux expertes ce matin pour animer cette matinale, nous avons donc Catherine Lénier, qui est manager du pôle social chez RSM à Lyon, et puis, nous avons le plaisir d'avoir, avec nous, Nicole Saunier, qui est chargée d'études et développement pour la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de la GFIP. Donc la GFIP, c'est une association qui est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap, mais, vous en saurez plus, dans quelques instants. Avant de leur passer la main pour la présentation, quelques mots très rapidement sur le réseau, RSM. Donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Mais je n'en dis pas plus et je vais tout de suite laisser la main à nos experts du jour qui vont dérouler cette présentation. Bien, Ok. déjà, moi, je vais peut-être juste vous remercier tous d'être aussi nombreux aujourd'hui, d'être à ce webinaire, puisque c'est vrai que nous, en tant que cabinet comptable, on est aussi l'interlocuteur privilégié et en direct sur les points et les questions que les clients peuvent nous poser. Donc, c'est vrai qu'on est souvent très amené à vous aider, à vous accompagner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inclusion et le handicap sont des points qui sont extrêmement importants dans les entreprises. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'on a fait le choix de se faire accompagner par Nicole Saunier, qui est du coup experte dans cette partie-là, pour vous apporter le conseil le plus pertinent et le plus approprié à chaque situation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Voilà, donc Nicole, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci Catherine. Alors, bonjour à tous. Effectivement, nous allons passer un petit moment ensemble et je vais essayer de répondre à vos questions donc, sur le handicap en entreprise. Alors, quelques mots de présentation de la GFIP. Qui sommes-nous? Nous sommes une association nationale sous la tutelle du ministère du Travail et nous sommes chargés donc de soutenir, de développer surtout l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées. Notre offre de service est à destination de 3 cibles très particulières, au premier rang desquelles, bien évidemment, les personnes elles-mêmes, puisqu'elles sont les premières concernées, les organismes de formation, puisque le handicap ne doit pas être un frein à l'accès à la formation, et dans chaque structure de formation, il existe un référent handicap qui est garant du fait que le contenu pédagogique est bien accessible à tout le monde. Donc, j'ai des collègues à la GFIP dont c'est le métier que d'aller travailler avec les organismes de formation pour vraiment faire en sorte que les personnes handicapées puissent donc suivre leur cursus de formation sans aucune difficulté. Et puis, évidemment, le troisième acteur, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien une offre de service en direction de vous, les entreprises. Vous avez une obligation légale, et bien nous avons l'obligation de vous aider par tous les moyens possibles à remplir cette fameuse obligation. Alors, justement, parlons du cadre légal. Que nous dit la loi? Eh bien, la loi nous dit que dès lors qu'une entreprise passe le seuil fatidique, entre guillemets, des 20 salariés, eh bien, elle a une obligation légale d'employer au moins 6% de personnes handicapées dans ses effectifs. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise ne le fait pas? Eh bien, elle paye une contribution à l'URSSAF
et non plus à la GFIP. Donc, ça devient vraiment, on appelle toujours ça contribution, mais ça devient vraiment une taxe. Hein. C'est vraiment inscrit dans le marbre plus que jamais depuis 2020. Donc, cette contribution à la GFIP, à l'URSSAF, pardon, elle n'est pas neutre, on va le voir sur la slide suivante, puisqu'elle peut atteindre, en fonction de la taille de l'entreprise, 400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire, dès lors que cette obligation n'est pas respectée. Alors, il y a donc, hop, je vais vous donner tout de suite les montants, comme ça ce sera beaucoup plus parlant. Pour une entreprise jusqu'à 250 salariés, eh bien, une personne manquante représente un coût de 4700, plus de 4700 euros. Pour une entreprise de 250 à 750 salariés, 5900. Et pour les plus de 750, 7128 euros. C'est quelque chose qui n'est pas neutre financièrement. Et j'attire vraiment volontairement votre attention là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'impactant financièrement. Je vous ai mis une petite ligne en dessous, la surcontribution. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ce qui va être appliqué dans le cas où une entreprise ne ferait rien du tout, entre guillemets, pendant 4 années consécutives en matière d'emploi de personnes handicapées. Qu'est-ce que ça veut dire, ne rien faire du tout? Eh bien, je n'ai personne, je n'ai pas de CDI, je n'ai pas de CDD, je n'ai pas accueilli de personnes en intérim, je n'ai pas accueilli de stagiaires ou d'alternants, je n'ai pas non plus eu recours à la sous-traitance. Donc, j'ai vraiment, rien fait en ce qui concerne le handicap dans mon entreprise. Et du coup, on va m'appliquer cette fois-ci une surcontribution qui est égale à 1500 fois le SMIC. Donc, vous voyez bien que là, l'impact financier, il est réel et qu'on a tout intérêt à travailler ensemble pour justement gommer cet aspect. Alors, bien évidemment, on n'embauche pas, on ne va pas travailler avec des personnes en situation de handicap uniquement pour résoudre cet aspect financier. Mais il faut quand même l'avoir dans un petit coin de sa tête. Et c'est pour ça que dans des entreprises, moi j'aime toujours bien quand tous les services travaillent ensemble sur ce sujet parce que tout le monde est concerné. Et l'embauche de personnes en situation de handicap ou le maintien dans l'emploi, ça n'est pas uniquement l'affaire des RH, mais c'est bien toute l'entreprise qui est concernée. Et les services financiers peuvent être un appui également, en changeant, par exemple, en sensibilisant le service achat, par exemple, ça peut vraiment devenir vertueux dans tous les services. D'accord? Alors, pour vous aider, pour vous dire, moi, où est-ce que j'en suis, on a sur le site de la GFIP un contributeur, un simulateur de contribution, où vous allez vraiment rentrer toutes vos données personnalisées et on va vous dire, voilà le résultat. Et ça va vous aider aussi à piloter peut-être, à dire si j'accueille une personne en intérim ou bien si je conclus tel contrat avec telle entreprise adaptée, quel va être l'impact de suite sur le montant de la contribution que je vais verser. Ça peut être un outil vraiment destiné à tout le monde et pas uniquement à la personne en charge de la contribution dans vos organisations. Ça peut être aussi un outil pour le référent handicap s'il doit convaincre sa direction, par exemple, de dire, regardez, aujourd'hui, voilà la situation, j'ai fait une simulation, si on accueille un alternant, si on accueille un stagiaire pendant 3 mois, voilà de suite l'impact. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Si dans une entreprise, la première porte d'entrée, c'est l'aspect financier. Après, bien sûr, vont venir la RSE, l'exemplarité, etc. Bien sûr, mais si pour convaincre, on doit utiliser cet aspect-là, dont acte, c'est tout à fait possible. Et ce simulateur, là, il est vraiment là aussi pour vous aider à piloter tout au long de l'année votre politique handicap. Il faut vraiment l'utiliser en tant que tel, pardon. Et puis, il y a une petite image là, le guide de l'OETH. C'est un document qui est disponible sur notre site et je pourrais après l'envoyer à Catherine qui pourra vous le faire passer si vous le souhaitez. C'est un document que l'on a élaboré avec les services de l'URSSAF et c'est un véritable guide qui reprend vraiment tous les cas de figure.
de déduction possible, dans quel pavé DSN je vais rentrer telle chose. C'est vraiment un guide très technique qui répond vraiment à beaucoup de questions que l'on peut se poser au moment où l'on fait sa déclaration au ETH. Donc là aussi, c'est un outil, c'est presque une Bible dont vous pouvez vraiment vous servir voilà, quotidiennement et à chaque fois que vous avez une question. C'est vraiment un outil qui est très complet. Donc, voilà pour le cadre légal. Alors, une fois qu'on a dit ça, voilà, c'est bien joli de dire, bah, vous avez des devoirs. Quels sont les moyens de répondre à cette obligation d'emploi? Eh bien, on a ce que l'on appelle la réponse directe, c'est-à-dire j'accueille dans ma structure des personnes handicapées. Et je ne les accueille pas uniquement en CDD ou en CDI, mais je peux faire appel à un travailleur handicapé indépendant qui va me faire une prestation, j'accueille un intérim, j'accueille un stagiaire, j'accueille un alternant. Tout ça, ça va rentrer et ça va avoir un impact de suite, immédiat, sur le calcul de votre contribution. Ça, c'est la base. Et la réforme de 2020 met vraiment l'accent sur ce que l'on appelle l'emploi direct. À côté de ça, il va y avoir d'autres possibilités. Vous pouvez très bien dire, bah, moi j'ai envie, par exemple, de signer un accord agréé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de dire à la dette, eh bien voilà, j'aurais dû payer, je dis n'importe quoi, 40 000 € de contribution. Ben, ces 40 000 €, on va contractualiser ensemble. Je vais m'engager à réaliser un certain nombre d'actions de recrutement, de maintien dans l'emploi, de sensibilisation et de formation. Et je vais vraiment les utiliser pour ça, pour financer ces actions-là. Et puis, chaque année, je vais vous rendre compte, je vais vous faire un bilan de ce que j'ai dépensé. Voilà, donc, au lieu de payer à l'URSSAF, je vais utiliser ces 40 000 € pour ça. Et puis, du coup, vous allez m'autoriser à faire ça pendant 3 ans. Le but étant de vraiment être autonome à la fin des 3 ans et d'avoir véritablement mené une politique handicap et de façon à avoir fait augmenter le taux d'emploi à la fin de ces 3 années. Ça, c'est une contractualisation possible avec les dettes de vos départements. Ou bien, vous pouvez aussi dire, bah non, pour moi, le handicap, je m'en fiche, hein, et puis, bah tant pis, je paye ma contribution à l'URSSAF. Ok, c'est aussi un choix que peuvent faire certaines entreprises et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, même si ce genre de matinale, évidemment, a pour but de vous montrer que, voilà, c'est facile, peut-être pas toujours, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et que vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire-là pour commencer ou pour continuer à parler handicap au sein de vos structures respectives. Alors, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que vous êtes peut-être démarché peut-être pas à longueur de journée, mais en tout cas très fréquemment, par des entreprises qui sont parfois très insistantes, se font passer pour des entreprises adaptées et qui vous disent, ben voilà, on est mandaté par l'URSSAF ou on est mandaté par la GFIP et il faut absolument nous signer un contrat de 8 000 € sur 4 ans de fourniture, sinon attention, vous allez payer très très cher d'URSSAF, etc. Et si vous ne le faites pas, attention, et puis de toute façon, on a toutes les infos qui vous concernent. Enfin, voilà, ils sont parfois très convaincants à l'oral. Ils emploient par mail des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, avec parfois un nom de domaine Internet qui ressemble étrangement à la GFIP. Parfois même, ils utilisent notre logo. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Jamais l'URSSAF ou la GFIP ne vous contactera en direct et en tout cas de cette façon-là, de cette façon aussi insistante. Donc, vous pouvez très bien raccrocher au nez de ces personnes qui sont parfois, voilà, leur comportement peut même s'apparenter à du harcèlement. Vous raccrochez, si vous avez le moindre doute, vous appelez le correspondant à GFIP de vos régions. On vous dira si on les connaît ou pas et on pourra faire le point ensemble en toute sérénité, parce qu'ils vous mettent une pression telle que parfois vous pouvez perdre le nord. Donc, en sérénité, on fait le point sur votre obligation d'emploi. Vous avez donc, encore une fois, je vous le répète, mais c'est hyper important, le simulateur, vous avez la main là-dessus. Donc, faites vous-même vos simulations. Hein. Si on vous dit, il faut absolument nous acheter 8 000 €, oui, mais ok, ça va être quoi l'impact derrière? Quoi ça rime d'aller acheter 15 000 ramettes de papier ou des goodies si j'en ai pas besoin? Donc, soyez vigilants. Vous avez la possibilité également de nous signaler
ces manipulations qui sont pas acceptables sur une adresse internet que je vous ai mise ici. Donc vraiment n'hésitez pas à nous faire remonter ce genre de choses. On a notre service juridique qui fait ce qu'il faut derrière, surtout lorsqu'il y a usurpation du nom de la GFIP ou de notre logo. Donc vraiment, soyez vigilants et vous pouvez contactez-nous en direct, au moins vous serez sûr de l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. En revanche, ce que l'on appelle la sous-traitance avec le milieu protégé, c'est-à-dire le partenariat que vous allez pouvoir conclure avec les entreprises adaptées ou les ESAT. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise adaptée? C'est une entreprise qui a l'agrément pour employer au moins 50% de ses effectifs de personnes handicapées et qui a un domaine d'expertise tout à fait reconnu. Parfois, on a tendance à penser que les entreprises adaptées, c'est uniquement les services d'espace vert, les plateaux repas. Alors certes, il y en a, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça du tout. Il y a des services je sais pas moi, de blanchisserie, de numérisation. Il y a des agences de communication. Sur le Rhône, puisque moi je suis sur le Rhône, on a même la chance d'avoir des entreprises temporaires de travail, des entreprises de travail temporaire qui sont agréées entreprises adaptées. On a des agences de communication. On a une chocolaterie, par exemple. Pour vos goodies, pour vos achats à titre personnel, c'est vraiment super. Pas plus cher qu'en boulangerie classique. Tout ça, ce sont des partenariats qui peuvent vraiment être valorisés dans votre contribution URSSAF. Et en plus, le fait de travailler avec une entreprise adaptée, c'est ce que j'appelle, moi, de la sensibilisation par l'exemple. C'est-à-dire que lorsque vous allez dire, tiens, ce flyer a été réalisé par une entreprise adaptée, c'est-à-dire réalisé par des personnes en situation de handicap, là aussi, ça contribue à faire changer le regard dans nos structures, et les salariés, les managers vont se dire, ah ouais, c'est un travail de qualité. Et ce qui est important également d'avoir en tête, c'est qu'il y a quelques années, c'est vrai, les entreprises adaptées étaient peut-être largement plus chères pour le même service qu'une entreprise dite classique. Aujourd'hui, et là aussi depuis 2020, elles aussi ont subi, entre guillemets, une réforme, et on n'oublie pas que dans le mot entreprise adaptée, il y a le mot entreprise. Et elles ont désormais des obligations qui se rapprochent, en tout cas en termes de marché, qui se rapprochent vraiment d'une entreprise dite classique. Moi, j'aime à faire cette comparaison avec le bio. On est prêt, par exemple, à payer un citron 1 euro au lieu de le payer 70 centimes, mais on n'est pas prêt à le payer 5 euros. On sait que c'est bon pour la santé, on sait que c'est vertueux parce que l'agriculteur, il joue le jeu et qu'il n'emploie pas de pesticides. Mais bon, notre porte-monnaie ne nous permet pas d'acheter un citron à 5 euros. Là, c'est un petit peu la même chose. On est prêt à payer peut-être une prestation, allez, un plateau repas à 15,50 € au lieu de 13,80 € par exemple. On n'est pas prêt à le payer 20 euros. Aujourd'hui, les entreprises adaptées l'ont parfaitement compris et elles proposent vraiment un service de qualité, un accompagnement pour un service, j'insiste bien, dont vous avez besoin. Parce qu'à la base, lorsqu'on va aller chercher une entreprise adaptée, c'est parce qu'on a un besoin. Et quand tout à l'heure je disais, le handicap, c'est l'affaire de tout le monde dans l'entreprise, ça va être aussi à vous, référent handicap, ou en tout cas en charge de cette thématique dans vos entreprises, ça va être aussi à vous d'essayer de fédérer et de sensibiliser vos achats en disant, dès lors qu'on a un besoin, essayons de se poser la question systématiquement, de voir si on n'a pas une entreprise adaptée locale qui pourrait répondre à ce besoin. Et encore une fois, dans des domaines très variés. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je vous ai mis après le mode de calcul. Ah non, c'était là. Je vous ai mis le mode de calcul, en tout cas de déduction, que peut vous apporter un partenariat avec une entreprise adaptée. On va prendre le montant de votre contribution brute, on va regarder quel est votre taux d'emploi et on va faire le distinguo entre plus ou moins 3% au niveau du taux d'emploi.
Si jamais on est en dessous de 3%, eh bien votre partenariat ne pourra pas, enfin sera limité, on va dire, à 50% de votre contribution brute. Vous ne pourrez pas déduire davantage. Et si vous êtes au-dessus, eh bien vous allez pouvoir déduire 70% au maximum de votre contribution. Là-dessus, alors il y a tout un calcul, mais là aussi, dans le petit guide élaboré avec les services de l'URSSAF que j'évoquais tout à l'heure, vous verrez que c'est très bien expliqué. En fait, vous allez pouvoir déduire, prendre en compte 30% hors taxe des fournitures ou des travaux ou des prestations voilà, que vous allez conclure, et auquel on va enlever les matières premières. Et c'est ce montant-là qui va après, qu'on va aller regarder pour voir si on est dans la limite des 50% ou dans la limite des 70%, au-delà, en fonction de votre taux d'emploi. Donc, il y a deux choses qui vont rentrer en ligne de compte. Votre taux d'emploi et puis les 30% qui vont être retenus donc de la facture. Et donc, le principe, c'est très simple. Chaque année, en début d'année, eh bien, l'entreprise adaptée fait le tour de toutes les factures que vous avez payées tout au long de l'année écoulée, et elle vous envoie le montant que vous pouvez déduire dans votre pavé DSN. Donc, c'est vraiment très impactant financièrement, mais aussi très impactant, on va dire, au niveau sociétal et sensibilisation dans l'entreprise. Donc, voilà pour la partie, on va dire, technique. Maintenant, on va s'attacher, parce que c'est bien joli de parler de tous ces droits, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le handicap? Et qu'est-ce que c'est que le handicap dans l'entreprise? On a à la base un problème de santé qui induit une incapacité à faire des choses, et qui, dans un environnement professionnel où on n'aura pas tenu compte de cette incapacité à faire certaines choses, qui vont engendrer ce que l'on appelle une situation de handicap. Je m'explique. Imaginons quelqu'un qui... je dis n'importe quoi, un boulanger qui est par exemple allergique à la farine, il a bien ce problème de santé à la base, et s'il travaille dans un moulin ou dans sa boulangerie, oui, là il va être en situation de handicap parce que son allergie ne sera pas compensée. Si notre boulanger, il ne peut plus bosser en boulangerie, mais qui devient commercial pour un meunier et qui va simplement, entre guillemets, conserver son expertise, mais aller vendre sa farine aux boulangeries du coin, il ne sera plus en situation de handicap. D'accord ? Donc, il y a bien ces deux notions qui sont vraiment importantes. J'ai une problématique de santé et j'ai un environnement de travail. Et qu'est-ce qu'on fait pour que les deux n'empêchent pas la personne de réaliser son job? Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le maintien dans l'emploi, la compensation du handicap. Nous, à la GFIP, on passe notre temps à faire ça. Imaginons quelqu'un qui a une hernie discale et qui va passer 8 heures par jour assis sur une chaise. On va travailler avec l'ergonome, le médecin du travail et Cap Emploi pour voir quelle est la meilleure chaise. Est-ce qu'il a besoin d'un écran un petit peu plus surélevé? Est-ce qu'il a besoin de, je ne sais pas moi, d'un repose-pied? On va travailler ensemble pour compenser autant que faire se peut son handicap et pour gommer au maximum, bien évidemment, de ses possibilités, la situation de handicap. Donc, alors évidemment, la situation de handicap, elle existe également dans la vie perso, dans la vie sociale. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien le handicap au travail. Je vous ai mis ici, parce qu'on se pose souvent la question, ou alors on peut se dire, oui, ok, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Tout le monde n'est pas en fauteuil roulant. Oui, mais le fauteuil roulant, même si le handicap moteur, ça représente 45% de la totalité des handicaps, il faut quand même savoir que les handicaps sont à 80% invisibles. Donc là, on est un petit peu plus de 200 à être connecté. C'est mathématiquement, statistiquement obligatoire. Qui en est, voilà, ça se trouve, je vous parle, je suis en situation de handicap, c'est pas marqué sur ma tête, c'est pas marqué sur mon front, mais j'ai peut-être une de ces maladies là qui s'affiche et qui peut donner lieu à la fameuse reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Alors, je vous en ai mis plusieurs, il y en a peut-être qui vont vous étonner. Alors la paraplégie, oui, évidemment, parce que c'est celle à laquelle on pense, on se dit, oui, évidemment, le pauvre ou la pauvre, il est paraplégique, évidemment qu'il est handicapé.
Alors vous allez peut-être me dire: «Épileptique, ah bon? On peut avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé? J'ai un rhumatisme, une sclérose en plaques, du diabète, ça peut donner lieu?» Eh bien oui. Et pourquoi ça peut donner lieu? Eh ben parce qu'on va regarder quel est l'impact de la maladie au quotidien professionnel de la personne. Et si vraiment ma problématique de santé m'empêche de faire mon job, eh ben à ce moment-là, oui, on va pouvoir faire une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. D'accord? Mais vous voyez bien, par exemple, le cancer. Imaginons, prenons le cancer, on est tous malheureusement, confrontés dans notre vie, perso, soit soi-même, soit dans notre environnement. Imaginons quelqu'un qui revienne après, 2 ans, de chimio ou de radiothérapie, même si on lui dit: «Tu vas revenir dans un premier temps en mi-temps thérapeutique», il va pas revenir dans le même état d'esprit que lorsqu'il est parti 2 ans plus tôt, heu, avant tous ces traitements. Il va bien falloir l'accompagner, travailler sur le collectif de travail, hein, parce qu'il y a des gens qui vont faire comme si de rien n'était, parce qu'ils vont être hyper gênés. Il y a des gens qui vont l'éviter. Il y a des gens qui, au contraire, en pensant bien faire, vont trop en faire. Tout ça, ça se travaille. Et nous, par exemple, on a des prestataires qui vont travailler avec le collectif de travail, avec la personne, pour expliquer un petit peu ce que c'est, sans pour autant, bien évidemment, mettre la personne en ligne de mire, hein, mais en tout cas en expliquant et en dédramatisant tout ça et en faisant en sorte qu'en une séance ou deux, eh ben, la mayonnaise reprenne et qu'on accepte que le directeur commercial qui avait des tableaux statistiques plein son PC, eh ben, il est revenu, mais voilà, il a perdu aucune de ses facultés intellectuelles, il est simplement revenu en étant plus fatigable parce qu'il se prend un petit cachet tous les jours qui va lui occasionner des problèmes de mémoire, par exemple. Donc, ne lui donnez pas toutes les responsabilités qu'il avait avant de partir parce qu'il ne sera pas capable de les gérer et qu'au bout de 2 mois, il va craquer. Donc, on va retravailler les tâches à donner, etc., tout en mettant à l'aise la personne, en la déculpabilisant, mais en expliquant au collectif de travail que, eh bien, il y a un nouveau, voilà, des nouvelles règles à mettre en place. Tout ça, ça se travaille. D'accord? Je vous ai mis ensuite en rouge les conséquences que peuvent avoir, hein, bien évidemment, chaque situation est différente, mais les conséquences que peuvent avoir certaines maladies au quotidien de la personne. Une perte de confiance en soi, une perte de motivation, de l'isolement, une mauvaise compréhension des consignes. Quelqu'un qui est dyslexique, par exemple, si vous lui mettez une page de consigne, il va rien comprendre. Il va déjà perdre 2 heures à lire la consigne et il va pas l'assimiler. C'est pas qu'il comprend pas, c'est juste que son cerveau ne fonctionne pas comme, voilà, comme nous. Donc c'est pas possible, il va pas comprendre. Une fatigabilité, par exemple, une perte de productivité. Imaginons quelqu'un qui est super mal aux épaules et qui bosse à la chaîne ou qui fasse des mouvements répétitifs. Eh ben, ce sera peut-être intéressant de lui faire travailler un coup debout, un coup assis, ou d'aménager son poste de travail pour qu'il lève pas les bras. Enfin, voilà, ou des douleurs chroniques, des choses comme ça. Tout ça, quand je disais tout à l'heure, c'est l'affaire de tous, c'est aussi l'affaire du collectif de travail. On a tous un rôle, on va dire de faire attention à l'autre. Et si on voit un collègue qui est absent, voilà, qui s'absente régulièrement, on voit qu'il s'isole, on voit qu'il vient plus manger à la cafette, on voit que il traite moins de dossiers qu'avant, il est moins bien, il a peut-être tout simplement un problème parce que, voilà, un problème dans sa vie perso, mais il a peut-être aussi une maladie et qui est en train de se déclarer ou une maladie qui s'aggrave, hein. Voilà, imaginons quelqu'un qui ait des problèmes auditifs, qui ait des acouphènes, plus et que du coup, justement, il puisse plus supporter les réunions, les visios ou le bruit à la cafette, bah, il va s'isoler. Peut-être qu'il sait pas que, il peut le demander, alors, sécurité sociale mutuelle, bah oui, il va savoir demander, mais il sait peut-être pas qu'il peut demander
une reconnaissance justement à la MDPH et qui va lui permettre, par exemple, d'avoir une aide de la GFIP en complément de ce que peut lui donner la Sécu et la mutuelle, par exemple. C'est pas neutre, hein, on peut donner jusqu'à 1 700 €, donc c'est quand même pas rien. Et quand on voit le prix voilà, d'un appareil complet à plus de 3 000 €, ça peut être rebutant si on peut pas se le payer. Donc être à l'écoute et en tout cas aller vers la personne. Et c'est pas de la délation, c'est pas de l'intrusion, c'est pas simplement dans une équipe être à l'écoute et ne pas, parce qu'on est tous pareils, on est tous des humains, et ne pas forcément être dans le jugement trop hâtif en disant oh, celui-là il est toujours absent, tiens j'ai remarqué que le jeudi après-midi il est souvent absent quand même, et comme par hasard c'est le jour où il y a les fournisseurs qui viennent, et du coup je me paye tout à sa place. Peut-être que le jeudi après-midi il va faire des soins parce qu'il a un problème de rein, parce qu'on ne sait pas, et qu'il ne vous l'a pas dit, parce que lui, j'ai marqué deuil justement en rouge, parce que lui, il est en train de vivre ça et il n'a pas fait le deuil de la personne qu'il était avant. Donc, évidemment, faut pas généraliser, mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser la question et d'aller vers son collègue en disant, si tu as un souci, tu sais qu'on a un référent handicap, ou tu sais qu'on a un référent santé, ou voilà, ou tu sais que tu peux peut-être en parler à tel manager ou à nos IRP ou à je sais pas qui, mais en tout cas, il y a sûrement quelqu'un dans la boîte qui peut t'aider. Ou simplement le gérant, si on est dans une PME, le gérant ou le RH ou l'assistante de direction. Enfin, en tout cas, le fait de dire, si tu as un problème, tu sais que tu peux en parler, et en tout cas, je sais qu'il y a des solutions qui existent. Et je peux te mettre en relation avec Cap Emploi, avec la GFIP, avec qui tu veux. Mais en tout cas, voilà, être à l'écoute, parce que vraiment, le handicap revêt des formes tellement différentes et tellement insidieuses. Rappelez-vous, 80% des handicaps sont invisibles. Le burn-out, ça peut donner lieu à une reconnaissance. Et une reconnaissance, on l'a pas une fois pour toutes. Bien sûr, il y en a qui sont donnés à vie. Si on souffre de trisomie ou si on est paraplégique, malheureusement, ça va nous suivre tout au long de notre existence. Mais si on fait une grave dépression, on a eu par exemple beaucoup de RH à la suite du Covid qui ont craqué parce que trop de poids sur les épaules, et 2 ans plus tard, on les a retrouvés en grave dépression, en burn-out. On peut avoir une RQTH pendant 1 an ou pendant 2 ans. Et puis après, on fait le point. Et si ça va mieux, super, tant mieux. On enlève cette RQTH. Mais au moins, cette RQTH, elle va nous permettre, et je dis bien nous, parce qu'elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde. La maladie peut toucher tout le monde. Et ce n'est pas une question de statut social dans l'entreprise. Et il n'y a pas de honte à exercer des fonctions importantes, à avoir un rôle important dans la boîte et à avoir à un moment donné une fragilité. C'est comme ça, c'est possible. Donc, voilà. Alors nous, les femmes, on est peut-être plus enclines à l'accepter, mais parfois, les hommes à qui on a souvent répété « tu dois être fort, tu dois être ci, tu dois être là », ils se disent « non, la boîte, elle compte sur moi, là, je dois les atteindre, mon objectif, ou mon équipe, elle compte sur moi ». Oui, votre équipe, elle compte sur vous, mais néanmoins, écoutez-vous. Parce que si vous êtes au fond du trou, vous ne pourrez plus aider votre équipe et puis aider la boîte à atteindre ses objectifs. Donc, tout ça pour vous dire que la RQTH n'est pas inscrite sur votre front, c'est bien quelque chose de personnel, c'est bien quelque chose de confidentiel, mais si vous faites cette démarche-là et que vous en parlez à votre RH, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour vous aider justement à compenser le handicap. Rappelez-vous cette notion que j'ai indiquée tout à l'heure. Alors, encore une petite illustration du handicap, du retentissement, du handicap au quotidien. On peut avoir des difficultés à se déplacer. Alors effectivement, si j'ai un problème moteur, mais aussi si je suis agoraphobe, le train, je ne pourrais pas le prendre. Non, ne me demandez pas d'aller prendre le TGV pour aller à Paris. Je ne pourrais pas, je resterai sur le quai de la gare. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'y aller, c'est parce que je ne peux pas. Mais si on ne le dit pas, le collègue ou le manager, il ne peut pas le deviner. Il va pouvoir interpréter de travers, alors que c'est un problème qui est bien un problème médical.
des problèmes d'audition, hein, éventuellement. Il n'y a pas que la surdité profonde qui existe. Si vous avez un problème d'oreille interne et qui vous provoque des vertiges et des nausées à longueur de journée, ça va être vraiment très handicapant. Des problèmes de concentration, hein, donc dû à la maladie, dû à un traitement, des problèmes de repérage dans l'espace, des problèmes de communication. Si j'ai des troubles du spectre autistique et vous arrivez le matin en me tapant sur l'épaule et en me demandant si j'ai passé une bonne soirée, waouh, ma réaction risque un petit peu de vous heurter. Donc là aussi, on travaille ensemble, on travaille avec le collectif de travail, on travaille avec la personne pour lui expliquer que y a des règles en entreprise et que voilà, il faut travailler ensemble. Mais tout ça, ça s'accompagne. Et à partir du moment où la personne a fait la démarche RQTH, eh bien, c'est rendu possible. Porter des charges, bah oui, tout simplement. Hein. Si je reprends mon exemple de hernie discale ou j'en sais rien, moi, d'épaule, je ne peux pas porter de charge. Bah voilà, c'est comme ça. Donc, on va peut-être mettre des outils qui vont porter à notre place. Lire et écrire, hein, bah oui, si je suis dyslexique, dyscalculique, ou je vais avoir du mal avec l'écriture, avec le calcul. Donc, tout ça, ça demande une compensation. Nouer des relations, apprendre, voilà, rester attentif. Ça, ce sont des situations que l'on peut rencontrer au quotidien avec nos collègues. Hein. Et puis, quand on a la tête dans le guidon, on dit, dis donc, celui-là, ça fait 3 fois que je lui explique quelque chose, 3 fois qu'il ne comprend rien. C'est pas possible, il ne m'écoute pas, il s'en fiche. Non, il ne s'en fiche pas. Peut-être qu'il a tout simplement un problème pour apprendre les choses, tout simplement. Donc, vraiment, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est juste, on se pose la question. Voilà, on n'est pas intrusif, mais on se pose la question et puis on dit aux collègues, voilà, tu peux peut-être trouver de l'aide en interne, voilà qui tu peux contacter, et puis en externe, voilà aussi qui tu peux contacter, le médecin du travail, enfin voilà, des gens comme ça. Mais c'est pour vous montrer la variété, entre guillemets, de toutes les maladies possibles et de toutes leurs conséquences au quotidien. Et vraiment, croyez-moi, elles sont nombreuses et parfois on ne les soupçonne pas. Et parfois même on prend sur nous. Parce que quand c'est quelque chose de naissance, on se dit, allez, je compense. Sauf que à 30 ans, on y arrive, à 40 ans, on y arrive, et puis plus le temps passe, moins on y arrive et plus on se fatigue. Et le but, c'est pas d'arriver à l'épuisement professionnel ou d'arriver à une inaptitude au poste. On n'en est pas là. Il y a des solutions qui existent. Donc voilà, soyez attentifs et puis soyez attentifs aussi à vous-même, hein, voilà, parce que peut-être que vous êtes dans cette situation-là et que vous ne vous êtes jamais posé la question. Alors après, pour vous aider très concrètement en tant qu'employeur, cette fois, la GFIP a déployé des outils. Donc, on a une page sur notre site qui est vraiment dédiée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, où là, vous allez retrouver tout ce qui est vraiment, on va dire, obligataire, donc tout ce qui concerne les textes de loi, des fiches pratiques sur le recrutement, sur le maintien dans l'emploi, comment je sensibilise, comment je me forme, etc. Donc ça, c'est une page très technique qui est, on va dire, particulièrement dédiée aux personnes qui sont en charge de la déclaration à l'URSSAF, et puis voilà, qui se pose tout un tas de questions, dans quel pavé DSN je peux mettre telle chose, etc. Là, cette page-là, elle est plus, on va dire, technique. Ensuite, on va avoir des outils qui vont vous aider à vraiment appréhender le sujet, à monter en compétence sur le sujet, avec des modules de professionnalisation. On va vous expliquer, voilà, les modules de base, qu'est-ce que c'est que le handicap, comment est-ce qu'on peut, les différents types de handicap, comment est-ce qu'on demande une RQTH, si un salarié vient vous voir en vous disant, moi j'aimerais bien faire ma demande, comment ça se passe? Alors sur le Rhône, parce que c'est un département que je connais bien, ça se passe en ligne, peut-être que c'est pas comme ça partout en France, mais bon, voilà, donc tout ça on vous aide, on vous donne les clés. Après, pour les entreprises qui ont un référent handicap, qui se posent peut-être la question et qui parfois se sentent un peu seuls, c'est quoi mes missions de référent handicap? Comment j'embarque ma direction? Comment j'embarque mes collègues? Comment je construis mon plan d'action? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas une convention avec la GFIP? Ou pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un accord interne? Tout ça, voilà, on vous donne les clés.
Comment, voilà, alors après, moi, maîtriser le OTH, bon, là aussi, c'est plus technique. Et puis, il y a tout ce qui se passe après, parce que il s'agit pas, une fois qu'on a sensibilisé, qu'on a vraiment fait de la formation, si derrière, on ne sait pas comment agir, ou en tout cas avec quels acteurs agir, dès lors qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte et qui vient vous dire, bah tiens, moi je suis concerné, je te l'ai jamais dit, mais j'ai une RQTH, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, là, on est dans ce que l'on appelle le maintien dans l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait pour justement compenser le handicap de ces salariés et faire en sorte qu'ils puissent soit garder son poste avec quelques petits aménagements, ou bien comment est-ce que je fais pour le reclasser en interne s'il y a besoin, etc. Donc tout ça, c'est comment j'intègre, comment je travaille avec tous les acteurs internes à l'entreprise et externes, le médecin du travail, Cap Emploi, la GFIP, comment je travaille avec tous ces gens-là pour maintenir en emploi mes collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose de très important également et qui fait partie d'une politique handicap. Donc ça, c'est quelque chose en libre accès voilà, sur la GFIP. Donc après, il y en a d'autres, hein. Il y a des choses très spécifiques qu'on a développées. Voilà, je vous fais grâce de la lecture, vous l'avez sous les yeux, mais il y a vraiment des handicaps sur lesquels on s'est attardé, notamment sur les troubles psychiques, sur le handicap, enfin l'autisme par exemple. Voilà, il y a des choses très très pointues où voilà, on a vraiment dédié des séquences particulières parce que on les connaît un petit peu moins, qu'elles peuvent peut-être faire peur parfois. Donc voilà, on s'est attaché à faire des choses en partenariat avec des professionnels, voilà, qui sont vraiment très très pointus pour le coup. Voilà, même chose, on a par exemple sur les maladies chroniques qu'on connaît, voilà, qu'on peut parfois un petit peu méconnaître. Il y a des choses vraiment qui sont là aussi en libre accès, hein. Je ne l'ai pas dit en préambule, mais tout ce que propose la GFIP, bien évidemment, ne donne lieu à aucune facturation. Hein. Vous pouvez utiliser tous les outils que l'on propose, et notamment les outils de communication, enfin voilà, c'est vraiment en libre accès, hein. C'est important. Donc là aussi, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les démarchages frauduleux. Jamais la GFIP ne vous dira, voilà, ça fait tant, hein. Là, j'interviens, c'est mon job, je suis payée pour ça, je ne vais pas vous faire une facture derrière. C'est vraiment, voilà, c'est libre de droit. On a une offre de service, donc on commence un petit peu à toucher du doigt maintenant avec ces quelques minutes que l'on vient de passer ensemble, et on a également une offre financière. Ce petit document, là, vous le retrouvez, enfin ce petit document, ce pavé qui fait 60 pages, vous le retrouvez sur notre site internet, et il détaille toutes les offres financières que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez solliciter. Il y a des aides à l'apprentissage, par exemple. C'est le seul dispositif qui va donner lieu à une prime à l'embauche. Hein, vous embauchez une personne en situation de handicap en alternance, on peut vous donner, en plus de ce qui existe au niveau du droit commun, une aide financière pure et dure. Un aménagement de situation de travail. Le médecin du travail va dire pour tel salarié, je préconise telle chose. Demandez à la GFIP une aide financière pour compenser les frais que ça va vous occasionner. Ça, c'est possible également. Aide à l'accueil et à l'intégration, qu'est-ce que c'est que ça? Si je reprends mon exemple par exemple de tout à l'heure, où quelqu'un qui revient après un cancer, par exemple, ou après une longue absence, peu importe, voilà, peu importe le motif, ou quelqu'un que vous intégrez et qui a un trouble visuel, par exemple, et qui va avoir besoin, je dis n'importe quoi, d'un écran 23 pouces, alors que dans le pool où la personne va travailler, tout le monde a des écrans 21 pouces, ça peut être hyper intéressant de faire venir quelqu'un, un spécialiste du handicap visuel, qui va expliquer très simplement, et ben voilà ce qu'on voit quand on a perdu la vision latérale. Voilà ce qu'on voit quand on a perdu la vision centrale. Voilà ce qu'on voit. Voilà. Donc voilà pourquoi parfois certains collaborateurs ont besoin d'un écran plus grand avec un filtre. C'est pas parce que Serge revient et puis qu'il est le chouchou du manager, c'est simplement parce qu'il a un problème de vue. Point barre. Alors Serge, il n'est pas du tout obligé d'expliquer pourquoi on l'a opéré 3 fois, ou il n'est pas obligé de le dire, mais en tout cas, c'est hyper important
pour le collectif de travail, de comprendre pourquoi Serge, il a un plus grand écran que les autres. Ou pourquoi Karine, elle va s'en aller 2 fois par semaine à 16 heures au lieu de 17 heures. C'est pas pour aller chercher ses enfants à l'école, c'est parce qu'elle a des soins à réaliser à l'hôpital. Et que ça fait partie d'un aménagement de son poste de travail. Dans un aménagement de poste de travail, il n'y a pas que l'aménagement matériel. Ça peut aussi être un aménagement organisationnel. Ça peut tout simplement être parce que la collaboratrice ou le collaborateur, il est diabétique et qu'il doit se piquer tous les jours à 18 heures. Donc, ne lui collez pas une réunion à 18 heures, il ne pourra pas y aller, il ne sera pas en état. Vous voyez? Donc, rappelez-vous, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, voilà le type d'aide financière que vous, entreprise, vous pouvez solliciter. Toujours sur préconisation du médecin du travail. On n'est pas médecin, ni vous, ni moi. À la base, il faut bien une préconisation d'un médecin du travail. OK ? Donc, bon, petit détail, mais qui a son importance, tous les dossiers que vous déposez à la GFIP se font désormais, ça se passe désormais de façon numérique. Donc, on a une plateforme de dépôt des dossiers avec des menus déroulants, ce qui vous permet de n'oublier aucun document, voilà, quand vous joignez cela à votre demande. Il y a une offre dédiée aux entreprises. Moi, typiquement, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises sur le département du Rhône. On est 3 à faire ça. On les aide à vraiment construire ensemble le plan d'action qu'elles ont envie de mettre en place. Donc, on a j'ai des homologues dans toutes les régions de France. Donc, voilà, il vous suffit d'aller regarder dans quel département vous êtes et puis vous allez trouver les coordonnées de mes collègues dans les autres régions. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Les rendez-vous maintenant, voilà, on peut se prendre 1 heure en visio et on balaye vraiment, on fait un état des lieux, on regarde ce qu'il est possible de faire en fonction de vos particularités, des particularités géographiques. On va pas faire la même chose avec une entreprise qui a un site, point final, et puis une autre qui a un site commercial, 2 sites de prod et puis un site logistique, ou bien une entreprise qui a, je sais pas moi, imaginons des magasins, qui a 20 magasins en France avec 8 personnes dans chaque magasin. Enfin, voilà, on va vraiment s'attacher à faire du sur-mesure. Il n'y a pas une réponse type. On est dans l'humain, vous l'avez compris, donc il n'y a pas de réponse adaptée, on n'est pas dans les maths, on n'est pas dans les statistiques, on est dans l'humain. Donc, on va vraiment vous accompagner avec vraiment du sur-mesure. Et vous aurez un interlocuteur dédié. Même si la clé d'entrée, c'est une adresse mail générique, derrière, on nous fait suivre et on a vraiment chacun un portefeuille d'entreprise que l'on suit à titre personnel et depuis plusieurs années. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire-là. C'est important de l'avoir en tête. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ce que l'on peut faire. C'est un autodiagnostic que vous pouvez faire déjà sur notre site. Donc, rien ne vous empêche, avant de prendre contact, de réaliser ce petit autodiagnostic pour que déjà vous-même, vous ayez une idée de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Parce que parfois, vous faites plein de choses, mais pour vous, ça vous paraît tellement naturel que quand on vous pose la question, vous dites « non, je ne fais rien ». Non, sur mon site, j'ai marqué quelque chose comme quoi on n'est pas contre le fait d'étudier un profil de personnes porteurs de handicap, mais oui, c'est naturel. Oui, j'en parle, je fais des webcafés où on parle en interne du handicap, mais comme l'égalité homme-femme, comme plein d'autres choses, oui, mais vous le faites justement, mais parfois vous ne le mettez pas assez en valeur. Et pour vous, ça vous paraît tellement naturel que vous n'en parlez pas. Donc, on vous aide tout simplement à vous faire prendre conscience de ce que vous faites déjà, par exemple. Il y a un réseau des référents handicap auquel je vous conseille vivement d'adhérer. Donc là aussi, quand j'y adhérer, il n'y a pas d'adhésion financière. Donc il suffit simplement de dire à la personne à GFIP qui vous suit, j'ai bien envie de rejoindre le réseau des référents handicap. Vous allez trouver tout un tas d'événements auxquels vous pouvez participer, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Alors par exemple, on avait fait au mois de juin une mise en relation entre des référents handicap d'organismes de formation et des référents handicap d'entreprise. On les avait fait se rencontrer pour parler ensemble d'un parcours réussi d'un alternant. Comment est-ce qu'on peut tous bosser ensemble, chacun à son niveau, pour pas qu'il y ait de rupture dans le parcours ?
jusqu'où va l'action de l'un, jusqu'où va l'action de l'autre. Voilà, exemple de ce que vous pouvez trouver dans le réseau des référents handicap, mais pas que. Ça peut être comment je parle du handicap au moment de la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Ça peut être, voilà, plein de choses qui sont proposées. Donc vraiment, moi je vous conseille vivement de rejoindre ce réseau. Il y en a dans chaque région et il y a également un réseau national. Maintenant, avec voilà, les outils en ligne, c'est facile d'aller regarder un webinaire d'une autre région. C'est très pratique si le sujet nous intéresse. Voilà, il y a également un espace emploi où vous pouvez aller voir si il n'y a pas un CV qui vous intéresse, où vous pouvez également déposer, vous, vos offres d'emploi directement. Un centre de ressources avec tous les outils de communication que vous allez pouvoir trouver, notamment sur le site qui s'appelle activateurdeprogrès.fr. Là aussi, vous avez des flyers, vous avez des affiches, vous avez des bannières Internet que vous pouvez personnaliser avec votre logo, avec ce que vous voulez, un slogan, ce que vous voulez. Tout ça, encore une fois, c'est libre de droit. Utilisez si des choses vous parlent au lieu d'aller payer un cabinet ou je ne sais quoi, ou de faire bosser votre service marketing. Si des choses vous parlent dans ce que l'on a fait, utilisez-les. Vraiment, vous pouvez, abusez-en, c'est fait pour ça. Il y a également des outils HandiPoursuite, par exemple, c'est un petit peu le Trivial Poursuite du handicap. Si vous avez envie d'animer, que ce soit là aussi en présentiel ou en distanciel, une petite session au moment de la semaine, je ne sais pas moi, du bien-être, de la santé ou du handicap, utilisez cet outil-là, ça peut être quelque chose de super intéressant. L'ActiveBox, c'est quelque chose où tous les mois, on va traiter d'un sujet. Les troubles musculo-squelettiques, le diabète, je sais pas moi, les troubles 10, ce que vous voulez, la santé mentale. À chaque fois, il y a un petit dossier de fond pour le référent handicap et puis à chaque fois une déclinaison en termes de communication, digital, numérique, papier, ce que vous voulez. Là aussi, si vous trouvez votre bonheur, si vous avez envie de traiter d'un sujet en particulier, regardez déjà si dans nos ActiveBox, il n'y a pas quelque chose qui a déjà été fait, par exemple. Donc, tout ça, inscrivez-vous si vous le souhaitez, bien évidemment, sur activateurdeprogrès.fr et là, vous allez avoir accès à une multitude de choses qui vous sont, proposées et offertes. Voilà. Et tout ça, vraiment, ça peut se travailler, bien évidemment, avec la personne de l'AGEFIP qui est votre interlocuteur et qui va vous guider un petit peu si vous ne savez pas trop par quel bout commencer. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc maintenant, place aux questions si vous en avez. On a encore, je crois, quelques minutes pour échanger et rester ensemble. Donc, je suis là pour vous. Tout à fait. Un grand merci déjà, Nicole, pour cette présentation qui était extrêmement claire. Effectivement, on a bien compris que voilà, le handicap, ce n'est pas une question seulement d'obligation, mais on est vraiment tous acteurs du changement de regard sur le handicap, en tout cas. Donc, merci pour la présentation et pour le message qu'il y a derrière. Alors, effectivement, on a eu quelques questions dans le chat. Peut-être déjà la première question qui est revenue plusieurs fois. C'est, vous parliez de contacts référents, au sein de l'AGEFIP. Les participants se demandent comment trouver leurs contacts, référents en fonction des régions. Je crois que s'ils se rendent sur le site internet, ils pourront trouver le bureau, qui leur correspond. Exactement. Ouais. Voilà, vous allez dans AGEFIP en région, vous trouvez votre région et là, vous cliquez dessus. Alors, vous allez d'abord, quand vous arrivez sur agefip.fr, vous cliquez sur, bien évidemment, je suis une entreprise, ensuite l'AGEFIP en région et vous allez après avoir un mail générique qui commence toujours par entreprise et après avec le nom de la région concernée. Et là, du coup, après, on vous orientera vers quelqu'un de vrai, une vraie personne. Merci beaucoup. Il y a aussi quelques questions sur, cette histoire de surcontribution, notamment Oui. une question de Florence qui se demandait: «Est-ce que c'est sur la surcontribution, est-ce que c'est le même montant, peu importe le nombre de salariés?» Non. Non, 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 c'est bien en fonction du nombre de salariés manquants. D'accord? Oui, C'est le nombre de salariés manquants multiplié par 1500. Et ça, c'est si vraiment vous ne faites rien du tout. C'est quand même assez rare, parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment ne rien avoir fait du tout pendant 4 ans. Donc,
voilà, vous êtes quand même alerté et c'est à partir du moment où vous passez le seuil des 20. Donc, imaginons si on est face à une PME qui, aujourd'hui est à 22, bon, elle fait rien et puis, pour X raisons, parce qu'il y a des départs à la retraite, des démissions et cetera, vous repassez à 19. Eh bien, c'est à partir du moment où vous allez repasser le seuil des 20 salariés que les 4 ans vont démarrer. Donc, c'est quand même assez, ça arrive, hein, qu'une entreprise soit surcontribuante, mais c'est quand même assez rare quand même. Oui, Parce qu'en règle générale, vous n'attendez pas de la 4e année en se disant: «Oh là là, vite, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai rien fait». bien sûr. Alors après voilà, on a quelques questions, je pense, sur les situations spécifiques, de chacun. J'invite tout le monde à se rendre et à utiliser les simulateurs et les outils autodiagnostic que vous avez présentés, Nicole, pour, voilà, savoir, où est-ce que vous en êtes. Mmh. On a aussi des questions sur, notamment d'Emmanuel qui se demande, heu, s'il existe une genre de on a vu beaucoup de situations de handicap différentes, s'il Mmh. existe une genre de gradation entre les différents types de handicap? Non, hein? Non, non, parce qu'en fait, imaginons quelqu'un, qui soit, je sais pas moi, malentendant. On peut pas dire: «Bah, tous les malentendants, c'est ça la solution pour eux». Bah, non, parce qu'on peut, la problématique, de la malentendance, elle peut être différente, hein. C'est comme, voilà, comme n'importe quelle maladie, on ne réagit pas tous pareil, donc du coup, les réponses vont être différentes. Il y a pas de graduation. Ce qui va compter, c'est vraiment la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées, voilà, de l'impact, de la maladie sur l'aspect professionnel. Il n'y a pas de graduation. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. On a également quelques questions concernant les aides, liées à la formation. Alors pour des demandeurs d'emploi, mais je crois qu'il y avait aussi une question de manière générale, y a-t-il des aides pour la formation? Alors, en ce qui concerne la GFIP, et je vais répondre vraiment pour la GFIP, il n'y a pas d'aide pour suivre une formation. Un de vos salariés veut suivre une formation, eh bien, vous utilisez les dispositifs de droit commun qui existent. En revanche, s'il a besoin d'aménagements spécifiques pour suivre cette formation, là, vous allez pouvoir venir nous chercher. Mais on va toujours rester, nous, dans notre domaine, qui est ce que l'on appelle la stricte compensation du handicap. Donc, pour résumer, on ne vous donnera pas de fonds pour financer la formation, mais on va pouvoir vous aider s'il y a besoin d'aménagement de situations de formation. Très clair, merci beaucoup. Alors on a une question, intéressante de Virginie qui se demande, parce qu'effectivement les processus de recrutement sont aussi, bien cadrés, par rapport à la non-discrimination. Donc est-il possible de soumettre un test global lors du recrutement afin de mieux accompagner un futur salarié qui ne dirait pas qu'il a des difficultés ou des problèmes de santé? Alors, un test qui serait fait par qui? Enfin, alors, là, dans la C'est question, je vois 2 choses. Hem, si le salarié vous dit pas: «J'ai une problématique de santé», je dis n'importe quoi, le commercial qui se fait embaucher, qui dit pas qu'il a, mal au bras et qu'il aimerait une voiture, boîte auto, il vous le dit pas. S'il vous le dit pas, vous allez peut-être pas penser à lui dire: «Bah, tiens, tu vas prendre une voiture pendant 3 heures à une boîte manuelle et puis tu vas faire le tour du département, puis on verra dans 3 heures comment tu reviens». C'est un petit peu compliqué. oui, En revanche, ce qu'il faut faire dans le processus de recrutement, c'est vraiment essayer, poser les bonnes questions, pour justement mettre la personne suffisamment en confiance pour qu'elle arrive à vous dire: «Bah, là, au niveau des compétences, vous me demandez ça, ça je sais faire, ça je sais pas, mais je vais apprendre, hein. En revanche, vous me demandez de faire beaucoup de déplacements, il y a pas de souci, ça me dérange pas, mais en revanche, est-ce qu'il serait possible d'avoir une boîte auto?» Ah, OK, d'accord. Ça fait partie éventuellement d'un souci médical? Vous voulez qu'on voit ça avec Cap emploi ou avec le médecin du travail? Vous voyez, vous rentrez pas dans la partie maladie, mmh, mais vous attachez aux conséquences. Mais pour que la personne vous dise: «J'aurais bien besoin d'une boîte auto» ou «J'aurais bien besoin de, j'en sais rien moi, d'une caisse à outils à roulettes», par exemple, il faut qu'il se sente en confiance. Donc il faut que vous ayez poser habilement des questions pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Ne serait-ce qu'au moment, par exemple, quand vous envoyez votre invitation à vous rendre à un entretien de recrutement, avez-vous besoin de quelque chose en particulier pour vous rendre ou pour assister, si c'est en visio, à cet mmh, entretien de recrutement? Vous tendez une première perche. oui.
voyez? Ou bien une fois que vous avez récapitulé la fiche de poste, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Est-ce que vous voyez, je sais pas comment vous formulez ça, mais voyez, pour vraiment tendre la perche et mettre la personne en confiance. Mais on ne peut pas systématiser le test. En revanche, une fois que la personne a dit, bah ouais, si on pouvait avoir une caisse à roulettes, ce serait bien. Ok, vous avez peut-être un souci. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ça d'ores et déjà avec le médecin du travail et Cap Emploi? Comme ça, dès votre arrivée, dès votre premier jour à l'atelier, au moins, il y aura l'ergonome qui sera là et qui va pouvoir voir quel est le meilleur aménagement possible. Voyez? Mais on ne peut pas le systématiser. Parce que si la personne ne le dit pas, comment voulez-vous faire? Et puis, là aussi, il n'y a pas un aménagement type. Tout à Si fait. la personne ne dit rien, comment voulez-vous savoir de quoi elle souffre? Rappelez-vous la multitude des handicaps. On ne va pas proposer la même chose à quelqu'un qui, j'en sais rien moi, qui est fatigable qu'à quelqu'un qui a une prothèse au genou, par exemple. Donc, il y a pas c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Tout à C'est fait. qu'à chaque fois, chaque cas est différent. Et que c'est à force de monter en compétences et de sensibiliser les managers, les gens qui font du recrutement, qu'on va arriver à créer ce climat de confiance. Ne serait-ce qu'afficher sur le site internet de l'entreprise qu'on est ouvert à ça. Pour que déjà une candidature spontanée, on envoie le bon CV avec l'RQTH, qu'on ose le faire. Oui, tout à fait. Et ça rejoint les questionnements, c'est-à-dire au-delà du recrutement, il y a quelques questionnements et témoignages qui disent que parfois c'est difficile, enfin les salariés ne souhaitent pas ou ont du mal à faire part à leur employeur de leur RQTH. Donc voilà, on demande est-ce qu'il y a des recommandations et notamment un témoignage de Léa qui dit que voilà, souvent les personnes ne se sentent aussi pas éligibles à se faire diagnostiquer. Enfin voilà, c'est sûr que c'est un Tout à sujet fait. compliqué, voilà. Exactement. Alors ça, c'est vraiment cette remarque est vraiment super parce qu'elle me donne vraiment l'occasion de vous dire que ça, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir travailler justement avec votre conseiller AGFIP. C'est de la sensibilisation, c'est montrer déjà à l'ensemble des salariés qu'est-ce que c'est que le handicap. Et il y en a peut-être qui vont réagir en disant: «Ah purée, tiens, moi, peut-être que je suis concernée du coup». Et puis après, c'est de dire aussi, «Mais c'est quoi mon intérêt moi? Moi, l'entreprise, je le vois bien». Hein, il y en a parfois qui vont se dire: «Ah ils vont se faire de l'argent sur mon dos, j'ai bien compris. Ils vont payer moins grâce à moi. Mais moi, salarié, j'y gagne quoi là-dedans? C'est quoi mon avantage?» Et c'est là où on explique le fait que l'abondement en cas de formation peut être plus important, qu'il peut y avoir des compensations, il peut y avoir un départ à la retraite un peu plus prématuré. Enfin, voilà, on explique un peu tout ça. Mais tout ça, c'est bien parfois que ce soit dit par quelqu'un d'extérieur, alors par la GFIP ou par quelqu'un d'autre, voilà, peu importe. Mais vous, parfois, RH ou gérant, vous allez répéter, répéter, répéter. Nous, on va venir, on va dire exactement la même chose, on ne va pas inventer quoi que ce soit, mais ce sera dit différemment parce que nous, on n'a aucun intérêt à ce que la personne se fasse reconnaître ou pas. Mais ce sera entendu différemment, tout simplement. Donc, la sensibilisation, c'est la clé de la réussite, auprès de tout le monde. La direction, les managers et le collectif dans son ensemble. C'est ça qui va faire, alors ça prend du temps, mais c'est ça, c'est sans arrêt. C'est ça qui va vous faire que les personnes vont se sentir à l'aise et vont oser sortir du bois. Vraiment. Merci beaucoup Nicole. Alors il est 11h03 donc Ouais. il y a encore quelques questions, mais malheureusement on ne va pas pouvoir, répondre à tout le monde. Je vous invite vraiment, à prendre contact, soit avec, Nicole directement dont les coordonnées sont dans la Ouais. présentation qui est d'ailleurs téléchargeable, directement sur Webikeo ou de prendre contact avec, votre conseiller AGFIP. En tout cas, il nous reste à vous remercier, pour votre participation. On reste à votre écoute bien évidemment et puis, on vous souhaite, une très bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup pour À votre tous. écoute. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.